Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre et nous espérons bien sûr que vous allez bien. Merci d'être là devant votre écran à 18 heures alors que le soleil brille à l'extérieur. Mais au moins, nous respectons toutes et tous en ce moment le couvre-feu. Vous êtes encore nombreux aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Secret Planet est un voyagiste basé à Lyon qui propose des voyages aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek et les voyages d'aventure, Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et polaires, et Saiga pour les voyages nature en lien avec la faune sauvage et la conservation de la biodiversité. Et pour ma part, je suis Renaud Fulconis et je suis en charge des activités de Saiga. Alors cette conférence est enregistrée et sera dans les prochains jours accessible sur la page YouTube de Secret Planet, où se trouvent également les entretiens précédents. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Delfour. Bonsoir Fabienne, tu vas bien? Bonsoir Renaud, oui ça va, merci. Fabienne, tu étudies le comportement des animaux et en particulier celui des mammifères marins. Tu es chercheur associé au laboratoire d'éthologie expérimentale et comparée à la Sorbonne Paris-Nord et tu encadres des études sur l'éthologie, la cognition, la relation homme-animal et le bien-être animal. Tu es, et je m'arrêterai là, mais la liste est plus longue encore, membre fondateur de plusieurs comités scientifiques sur le bien-être animal. Alors, éthologie et plus encore sans doute cognition sont deux mots probablement inconnus à certains de nos spectateurs aujourd'hui. Avant que nous n'allions plus loin, tu veux bien nous donner une définition simple de ces deux termes? Alors l'éthologie est la science qui étudie les comportements, aussi bien des animaux que des hommes. Donc voilà, avec des protocoles adaptés, une méthodologie et des concepts aussi bien précis. Et cognition, c'est la faculté de connaître. Donc par extension, ça va être les capacités cognitives des animaux. Donc on va s'intéresser à une éthologie cognitive qui est la science qui va étudier les facultés mentales et cognitives intellectuelles des animaux. Très bien. Alors, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que, comme mes invités précédents, tu vas nous permettre d'aborder l'animal avec un regard nouveau, une manière de faire écho aux nombreux voyages que nous développons avec Saiga, avec une approche qui aborde la nature et le monde animal d'une manière très holistique, par des portes telles que l'observation, bien sûr, mais aussi la photo, l'évolution, la culture, le dessin et bien sûr les sciences. Alors, les sciences, ce soir, nous sommes en plein dedans. Nous allons parler des émotions chez les animaux, mais aussi de l'intelligence, de la communication. Et pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un clin d'œil au voyage qu'à l'âge de 11 ans, tu as fait au Cameroun, il me semble, avec tes parents en Afrique. Comme je sais que ce voyage a changé ton regard, j'aimerais que tu nous dises en quoi. D'abord, c'était le premier grand voyage que je faisais et ça a été pour moi une perte totale de repères. Et c'est là où j'ai compris qu'en effet, si je voulais porter un autre regard sur ce qui m'entourait, c'était une nécessité pour moi de se couper de ce que je connaissais. Et en fait, c'est ce que je vais rechercher dans les voyages, c'est d'abord cette perte de repères qui est en fait pour moi une opportunité ou une chance de pouvoir porter un regard neuf sur ce qui m'entoure. Et c'est ce que j'aime dans les voyages. Ensuite, c'est aussi pour moi des expériences sensorielles. J'adore les bruits nouveaux, les odeurs, les saveurs que peuvent apporter les voyages. Donc, tous mes voyages sont teintés par ces colorations, par ces sensations, par ces saveurs. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. J'avais 10 ans, 10, 11 ans. Et c'est quelque chose que je recherche toujours aujourd'hui au travers des voyages que je peux faire, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. Voilà, donc tu as déjà mis le mot émotion dans la définition de la manière dont tu abordes les voyages. Alors, pour bien comprendre à quoi peut ressembler le travail d'une éthologue, j'aimerais que tu nous expliques sur quoi se portent les recherches que tu mènes actuellement. Donc aujourd'hui, je travaille sur 3 grands projets. Le premier concerne une étude qui va être menée par une doctorante sur les lamantins, donc aussi bien en parc zoologique qu'en milieu naturel. Et donc là, on va s'intéresser au comportement et au bien-être de ces animaux, avec aussi un aspect acoustique, donc essayer de voir quelle vocalisation produisent les lamantins dans certains contextes. Le deuxième grand projet est un projet en collaboration avec une association réunionnaise qui s'appelle Abyss et qui vise à étudier le bien-être des cétacés en milieu naturel
Donc, on sait que de plus en plus, ces animaux subissent des pressions anthropiques et on veut essayer de tracer une ligne de base sur l'état de santé de ces animaux. Donc, on va allier des études en éthologie, donc en comportement, mais aussi des études en physiologie pour essayer de compléter un peu le panorama. Ensuite, le dernier projet actuel, c'est un projet d'encadrement qui est réalisé avec l'association GRAL, qui est un groupe de réhabilitation des animaux de laboratoire. Et là, je suis un travail d'une étudiante en Master 2 qui suit des singes de laboratoire qui sont réhabilités au zoo-refuge de la Tanière. Et là, on vise plutôt à s'intéresser à cette transition entre les conditions de laboratoire et ces conditions de parc zoologique et essayer de mesurer l'état de bien-être de ces singes. Donc, 3 projets. Le dénominateur commun, c'est quand même le bien-être animal. Et le socle commun, c'est l'éthologie, le comportement animal. Oui, et là, je peux faire un petit clin d'œil sur le voyage, enfin sur les études à La Réunion dont tu parlais à l'instant, qui est un des voyages que toi et moi, nous sommes en train de monter et qui se trouve dans les tuyaux de Saïga. Alors, pour pousser encore la définition de ton approche de l'éthologie, toi, tu t'intéresses à l'éthologie constructiviste. Là, il faut aussi que tu nous expliques. Oui, ça fait beaucoup de mots compliqués en 5 minutes, mais en fait, cette éthologie constructiviste, elle est alliée à un courant philosophique. Et il aborde l'animal comme un sujet à part entière, donc pas uniquement le membre d'une espèce précise, mais aussi un individu qui va avoir une vie mentale, des croyances, qui va construire son propre monde au travers de ses sensations, au travers des actions qu'il peut mener sur le monde environnant. Donc, on appelle Umwelt. Et cet animal va vivre sa vie à la première personne. Et il va aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il va rechercher du confort, du plaisir, et sa vie va lui importer. Donc, c'est une approche qui est très sensible, non seulement des animaux, mais aussi du contexte dans lequel vivent ces animaux-là. Donc, c'est un lien vraiment entre l'animal, son lieu de vie et la mise en signification que peuvent faire ces animaux sur le monde qui les entoure. Oui, alors je rappelle qu'en plus des questions que je suis moi en train de poser, vous pouvez également poser vos questions à Fabienne en utilisant la partie droite de votre écran et l'onglet questions. Donc voilà, inscrivez simplement vos questions dans cet onglet et je pourrai faire une sélection si elles sont nombreuses à la fin de cet entretien. Alors Fabienne, pour protéger les animaux, tu en parlais, tu dis qu'il faut les comprendre en regardant à travers leurs propres yeux et non les nôtres. Tu ajoutes quelque chose que je trouve très joli, tu dis qu'il faut poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes et des questions de chats à des chats. C'est en soi une approche assez nouvelle. Tu veux bien nous raconter pourquoi ? Oui, c'est nouveau dans la mesure où il faut vraiment avoir l'audace de changer de perspective. Et cette audace, elle n'est pas naïve, elle doit être construite. Donc, il y a quand même une nécessité de connaître la physiologie, l'écologie, la biologie des animaux pour essayer en quelque sorte de se mettre dans la peau de ces animaux et de porter un regard, un regard de singe sur le monde environnant. En fait, si je prends un exemple, je suis parisienne. Donc, si je visite la Tour Eiffel, je vais avoir vraiment une vision très humaine de ce monument. Maintenant, il y a plein de pigeons, plein de rats et de blattes parisiennes qui auront une autre perspective, qui construiront autre chose de cette Tour Eiffel que ce que j'ai pu construire moi. Donc, essayer de comprendre ce que les animaux comprennent du monde environnant, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, c'est se défaire de ce carcan humain pour essayer d'aborder un point de vue plutôt animal. Oui, là, ça fait écho à ce que disait il y a quelques semaines dans un webinaire précédent Christine Rollard en nous parlant des araignées, qui disait en effet que pour une araignée, nous ne sommes pas dans son univers. En fait, on est à l'extérieur de l'univers d'une araignée. Et c'est bien ce que tu soulignes. Ainsi, donc, on pourrait dire qu'une méduse ou un escargot ne serait en rien inférieur à nous, bien sûr. Ils sont au contraire extrêmement bien adaptés à leur milieu et à leurs besoins. Et finalement, c'est tout ce qui compte.
Donc, tu nous décris comme un bipède anthropocentré. Tu nous dis ce que tu entends par là et pourquoi c'est problématique? Alors, on ne peut pas se départir de ce que nous sommes. Donc, on est des humains et on a un corps qui est le nôtre et une sensorialité qui est la nôtre, qui est humaine. Donc, c'est ce véhicule au monde qu'est notre corps et notre sensorialité qui nous permet d'accéder aux informations qui nous entourent, qui nous permet aussi de construire une socialité avec nos partenaires humains, aussi avec des animaux. Donc, on a une vision qui est de fait anthropocentrée, c'est-à-dire on a un point de vue humain sur le monde. Alors, c'est bien sûr une évidence et ça devient pour le coup problématique quand cet anthropocentrisme devient la référence. C'est essayer d'étalonner les mondes animaux à ce regard humain. Donc, en soi, être un bipède anthropocentré, c'est pas un problème. Ça le devient quand on essaie de hiérarchiser le vivant, où là, le sommet de la pyramide, le but à atteindre, la perfection ultime, c'est l'humain. Et là, pour moi, il y a un problème. Donc, c'est ce que j'essaie de dénoncer de manière assez humoristique avec ce bipède anthropocentré. Oui, alors bien sûr, mieux connaître les animaux peut conduire à mieux les aimer, à mieux les respecter. Tu écris que les animaux vivent à la première personne. Alors, est-ce que tu veux bien nous donner quelques exemples parmi les découvertes récentes qui nous permettent de mieux connaître les animaux? Alors, la science de l'éthologie, ces dernières années, a été vraiment très, très riche en découvertes, notamment parce qu'elle est allée vers ce versant aussi des émotions qu'on abordera un peu plus tard. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a autant d'animaux que de personnalités animales. Donc, on a des animaux qui vont être plutôt curieux, extravertis, d'autres qui sont beaucoup plus sur la retenue. On sait aussi que des animaux vont mettre en place des stratégies pour cacher de la nourriture et donc en période de disette, ils vont pouvoir récupérer de la nourriture en se repérant spatialement par rapport à des repères bien précis. On sait qu'ils planifient des actions. Donc, les grands singes sont connus pour aller, par exemple, casser des noix. Ils vont d'abord apporter avec eux des outils. Donc, il y avait vraiment l'intention de, plus tard, avoir cette activité de cassage de noix. Donc, je planifie une action. Il y a le fait aussi de manipuler les autres. Non seulement ils vont se repérer dans leur espace, mais aussi ils vont manipuler des congénères. Il y a une expérience qui a été faite sur les cochons qui est formidable. C'est un cochon, on le fait entrer dans un espace qui a plusieurs objets et dans cet espace-là, on a caché de la nourriture. Et on fait sortir le cochon et il revient soit avec un copain, soit avec un concurrent. Et avec le concurrent, il va complètement ignorer les cachettes de nourriture. Et avec son copain, ils vont se diriger directement vers les lieux de nourriture. Donc, il y a la capacité à manipuler l'autre, à ne pas donner d'informations à ce concurrent potentiel. Il y a une expérience qui a été faite sur des souris qui est vraiment magnifique aussi, c'est-à-dire les souris, elles sont prêtes à répondre à certaines questions que leur posent les expérimentateurs, mais quand elles savent qu'elles ne savent pas, ben, elles refusent de répondre. Au lieu de choisir la stratégie de j'essaie, on verra bien ce qui se passe, elle refuse de répondre. Donc après, il y a des expériences qui ont été faites sur des petits singes, donc des petites paires de singes auxquels on donnait on faisait faire les mêmes tâches, mais on donnait des récompenses différentes. Et le singe qui pensait être lésé par rapport à son collègue qui avait reçu une meilleure récompense, petit à petit refusait d'intervenir et de participer à l'expérimentation. Donc, ces animaux montrent un sentiment ou une faculté d'équité ou d'injustice par rapport à la situation. Et puis, il y a tous les phénomènes aussi de transmission d'informations. Donc, on a des mères qui vont apprendre à leurs petits à réaliser des tâches spécifiques.
On a des congénères qui vont s'entraider entre eux, donc on a des phénomènes de coopération. Et ce qui nous aide aujourd'hui, c'est aussi les avancées technologiques, parce que, alors là, ça fait déjà 30 ans que j'étudie les animaux, et la miniaturisation aussi des dispositifs nous permet d'aller au plus près des animaux en étant moins intrusif. Donc, ça nous permet de rentrer vraiment dans une intimité des animaux en étant plus respectueux aussi de leur vie. Et par exemple, avec le projet Abyss à La Réunion, on a mis en place un dispositif qui nous permet de capter en 360 le comportement des dauphins et aussi enregistrer des sons en 360. Et ça, c'est quelque chose qui est unique et original, puisque personne avant nous n'avait créé ce dispositif. Donc, pour la première fois, on est capable de savoir spatialement, de localiser l'émetteur des vocalises. Donc, c'est vraiment une incrémentation presque quotidienne, j'allais dire, des découvertes qui sont nourries par les questionnements de notre société, puisque notre société se préoccupe de plus en plus de la condition animale, mais aussi qui sont aidées par les avancées technologiques. Donc, on est au carrefour de plusieurs disciplines, et je pense que c'est ça aussi qui est extrêmement riche dans cette discipline qui est l'éthologie, c'est pouvoir discuter avec d'autres disciplines et de monter des projets comme ça multi-compétences. Donc, c'est vraiment ce qui est aujourd'hui mis en pratique dans les études en éthologie. Oui, merci Fabienne. Et là, ça me fait penser aux images incroyables qu'on voit aujourd'hui des animaux dans les films, et je pense notamment à ceux de la BBC qui sont absolument exceptionnels, avec des caméras qui sont cachées dans de faux animaux, ou des maquettes d'animaux qui se déplacent et qui sont des congénères de certains individus présents dans des zones et qui permettent de faire des images totalement époustouflantes et qui, j'imagine, servent également, peuvent servir des scientifiques tels que toi. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle justement un petit peu de cette notion de bien-être animal, parce que notre rapport aux animaux est très ambigu finalement. On peut les considérer comme un membre de la famille, on peut les faire dormir sur notre lit, il y en a même qui mangent à table, mais aussi les élever dans des conditions d'élevage qui sont loin d'être toujours exemplaires, sans la moindre considération pour leur bien-être. Alors, quels sont, à tes yeux, les fondamentaux qui permettraient d'établir un équilibre dans notre rapport aux autres animaux, entre ces deux situations un petit peu extrêmes? Alors, comme tu le dis justement, il y a vraiment deux pôles entre une ultra-considération des animaux, on va choyer ces animaux-là, et puis un déni total de ce que peuvent vivre les animaux dans les élevages notamment. Donc, il y a des animaux dont on se soucie et il y en a d'autres qu'on va déconsidérer et ça nous arrange un peu parce que si on réfléchissait à comment est arrivé le steak dans notre assiette, peut-être qu'on réfléchirait à deux fois. Et ce phénomène est appelé dissonance cognitive, c'est-à-dire, comme tu l'expliquais, on est capable tout à la fois de dormir avec notre chat ou notre chien et de faire rôtir un steak sans scrupule. Alors, si on devait trouver un équilibre, ça voudrait dire essayer d'aller au-delà de cette dissonance cognitive. Il y a peut-être un moyen, et j'ai la naïveté de croire que l'éducation, c'est-à-dire la connaissance des animaux, savoir qui ils sont, quels sont leurs besoins, le fait de maintenant savoir qu'ils sont aussi des animaux sentients, c'est-à-dire qui ont une vie mentale riche, qui sont capables aussi d'éprouver des émotions, ça peut nous amener à réfléchir sur nos manières de traiter les animaux. Est-ce que ce sera un rapport équitable? Je le souhaite, maintenant, je ne suis pas certaine, mais au moins ce que j'essaie de mettre en réflexion, c'est une approche plus solidaire. C'est vraiment essayer de développer une solidarité vers ces vies animales qui sont extrêmement importantes pour nous aussi humains. Et donc, essayer de comprendre un peu ce réseau de vie et entre vivants. Oui, alors voilà, il ne fait plus aucun doute à présent que les émotions ne sont pas le propre de l'homme et que finalement nous ne serions qu'un mammifère parmi d'autres.
Ce serait sans doute pertinent que tu nous donnes quelques exemples, des exemples faciles à visualiser de la présence d'émotions chez d'autres animaux. Est-ce que cela change ou pourrait changer d'en prendre conscience? Alors déjà, je pense que c'est aussi intéressant de définir ce qu'est une émotion. Une émotion, ça va être un état affectif transitoire. Et cet état affectif transitoire va avoir des répercussions sur la physiologie, sur le comportement et sur la cognition. Donc la physiologie, ça va parler à tout le monde. Je vous assure que 5 minutes avant que cette conférence ne commence, j'avais le cœur qui battait beaucoup plus fort que la normale et une respiration aussi accélérée. Donc voilà un effet des émotions sur la physiologie. Sur la cognition, ça peut embrouiller aussi notre capacité à prendre des informations sur le monde environnant. Et chez les animaux, ça va être la même chose. Donc, on va avoir des émotions positives. On a des animaux qui rient. Donc, voilà, les singes sont connus pour avoir une mimique faciale avec un rire bien spécifique. On a des souris et des rats qui rient aussi quand on les chatouille. Et on a aussi, alors là, dans des émotions négatives, des animaux qui portent le deuil de congénères disparus et qui vont mettre en place des rituels. Donc ça, c'est bien étudié chez les éléphants notamment et chez les grands singes. Il y a des cas aussi anecdotiques, mais qui sont intéressants à prendre en compte chez les cétacés, où on a des mères qui vont porter pendant plusieurs jours le cadavre de leurs petits. Et puis, on a aussi des manifestations corporelles des émotions. Donc, si vous vivez avec des chats ou des chiens, vous regardez la position des oreilles et de la queue, et puis vous connaissez l'état émotionnel des animaux. On a découvert aussi que les perroquets rosissaient de plaisir. Donc, c'est une étude qui a été faite par Léa Linsad et qui est vraiment formidable. C'est-à-dire, ces animaux rosissent de plaisir non seulement dans des interactions positives avec leurs congénères, mais aussi en présence de leurs soigneurs animaliers familiers avec lesquels ils ont une bonne entente. Donc, il y a des petites informations comme ça qui nous disent que les animaux ont un panel émotionnel qui est assez proche du nôtre. Donc, en quoi ça nous amène à réfléchir? C'est que là, on réalise qu'il y a une continuité évolutive, émotionnelle entre les hommes et les animaux. Donc, bien sûr, les animaux ne vivent pas des émotions humaines, comme nous ne vivons pas des émotions animales, mais il y a vraiment des similitudes. Et je pense qu'on a tout intérêt de considérer ces émotions-là quand on considère le bien-être des animaux. Et alors, est-ce que tu crois qu'on peut espérer que prendre davantage conscience de ces émotions chez les animaux ou chez les animaux non humains, grâce à des personnes telles que toi, ça peut nous permettre de ne plus avoir l'impression d'être le centre du monde? Alors, je pense que pour certains, c'est peine perdue. Et puis, je pense qu'il y a quand même… on a un devoir, surtout nous, chercheurs ou enseignants-chercheurs, c'est aussi de transmettre un message à nos étudiants et porter ce regard beaucoup plus empathique sur l'animal nous amène à réfléchir différemment, à changer de perspective. Et ça, c'est nouveau, parce que moi, quand j'ai commencé mes études en éthologie, jamais de la vie, on nous a demandé d'être dans l'empathie avec les animaux qu'on observait ou qu'on étudiait. Et se défaire de cette approche ou se départir de ce sentiment d'empathie, pour moi, c'est me couper de quelque chose qui est d'abord assez naturel. C'est quelque chose, une émotion que j'éprouve aussi à l'égard des animaux. Donc, c'est me couper d'une approche qui est spontanée, naturelle, et c'est peut-être mettre des œillères ou oublier que les animaux, eux aussi, ils peuvent avoir ce type d'émotion et ce type de comportement. Et quand on étudie la relation homme-animal, je trouve que c'est important quand même d'essayer de comprendre quel lien peut être fait entre les hommes et les animaux, et pourquoi pas avec ce versant émotionnel. D'accord.
Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais quand on évoque les animaux et le sujet sensible du bien-être animal, notre objectivité disparaît parfois derrière la force de nos propres émotions, mais aussi de nombreux biais cognitifs. Alors, tu peux nous expliquer encore ce que sont ces biais et de quelle manière ils peuvent altérer la réalité? Alors, comme je le disais un peu plus tôt, les émotions vont brouiller notre prise d'information. Et il y a 3 types de biais qui vraiment empêchent de prendre des informations ou en fait vont teinter notre prise d'information. Donc, il y a le biais cognitif. Le premier, c'est un biais d'attention. Donc, en fonction de mon état émotionnel, je vais être plus ou moins vigilant, par exemple, sur ce qui m'entoure. Il y a un biais de jugement, c'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, on a une vision soit optimiste, soit pessimiste de la situation. Et après, il y a un biais d'apprentissage ou de mémorisation, c'est-à-dire si je suis dans un état anxieux, mes capacités à mémoriser vont être moindres ou mes capacités d'apprentissage vont être moindres. Donc, ces 3 biais vont affecter ma prise d'information, le traitement de l'information et la transmission de ces informations. Ce que je te décris là, chez l'humain, ça existe aussi chez les animaux. C'est-à-dire, on a des animaux qui sont optimistes, d'autres qui sont pessimistes. On a des biais d'apprentissage. On sait pertinemment que les animaux anxieux ont des difficultés dans les tâches d'apprentissage. Et bien sûr, les biais d'attention aussi sont présents. Donc là aussi, on retrouve ce parallèle dont on parlait entre les capacités humaines et des capacités animales. D'accord, Fabienne. Alors, il y a les animaux sauvages, qui sont bien sûr ceux que les voyageurs de Saïga veulent découvrir dans la nature. Quelle est la différence majeure ou quelles sont les différences majeures entre ces animaux sauvages et les animaux d'élevage, les animaux domestiques et les animaux qui vivent dans les parcs zoologiques? Alors, les animaux sauvages vivent détachés de l'homme, ils vivent à l'état de nature, ils sont indépendants pour leur protection ou pour leur alimentation de l'homme. De l'autre côté, on a les animaux domestiques qui, eux, sont subordonnés à l'homme pour le gîte et le couvert notamment, et sur lesquels on a procédé à des sélections pour retenir certains caractères qui nous paraissaient intéressants à nous humains d'obtenir. Et puis, au milieu, les animaux de rente, ce sont ces animaux-là qu'on va élever pour nous nourrir et qu'on déconsidère souvent. Et ensuite, on a les animaux de zoo. Et il y a un anthropologue qui a proposé d'en faire une 4e catégorie de ces animaux-là, puisque ces animaux qui ont été pris à l'origine dans le milieu sauvage, pour beaucoup maintenant se reproduisent dans les parcs zoologiques. Donc, pour ces animaux qui sont nés en parc zoologique, leur milieu originel, leur habitat original est le parc, le zoo. Donc, ils proposent d'avoir cette 4e catégorie d'animaux. Et donc, effectivement, là où ça devient intéressant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ces limites se brouillent parce qu'il y a des télescopages entre les mondes animaux et les mondes humains. Donc, on a des territoires qui s'amenuisent, donc on a des animaux sauvages qui rencontrent de plus en plus fréquemment, de manière volontaire ou non, les humains. Donc, c'est là où on a, par exemple, des animaux sauvages qui deviennent des animaux apprivoisés par les hommes. Donc, on est dans ces frontières un peu floues entre ces différents états dont on parlait. Alors, Fabienne, tu as écrit un bouquin que je trouve personnellement formidable qui s'appelle « Que pensent les dindes de Noël ?» Alors, on pourra en redire un mot tout à l'heure, mais dans ce livre, tu dis qu'il nous faut refaire une place aux sauvages. Tu veux bien nous expliquer ce que tu entends par là? Alors, l'homme est de plus en plus présent sur cette terre, et pas que sur Terre d'ailleurs, sur les océans aussi et dans les océans. Je suis bien placée pour le savoir. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait désanthropiser les habitats, donc essayer d'enlever une présence humaine de ces habitats,
non seulement physique, mais aussi essayer de mener une réflexion sur est-ce qu'il y aurait une façon de désanthropiser les concepts qui sont utilisés pour étudier les animaux. C'est un challenge, un défi que nous a soumis l'historien Éric Baraté. Il a mis en place des ateliers à Lyon là, sur ces questions-là, et je trouve extrêmement intéressant parce que effectivement, les questions qu'on pose aux animaux utilisent un référentiel humain. Donc, essayer de désanthropiser ces concepts-là, ça nous permettrait de poser ces fameuses questions de dauphin au dauphin et de singe au singe et de pinnipède au pinnipède. Donc, c'est essayer de faire ce travail-là, qui est un travail de longue haleine, j'en suis certaine, mais qui, au moins, qui mérite d'être tenté, je crois. Alors Fabienne, j'aimerais te poser une question maintenant qui parle de science d'une manière plus générale, et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse tout particulièrement parce que la situation sanitaire que nous connaissons conduit beaucoup d'entre nous à croire davantage les réseaux sociaux que la science. Alors qu'est-ce que ce constat t'inspire? Alors, beaucoup de tristesse d'abord, un grand désarroi, et une fois que j'ai dit ça, ça m'a donné aussi l'envie de réfléchir à des moyens d'être présent sur ces fameux réseaux sociaux. Parce que comme tu le disais, c'est quand même le lieu où il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, il y a une méconnaissance sur beaucoup de sujets. C'est aussi la place d'une pensée qui est extrêmement courte. On est dans ce qu'on appelle le fast thinking, donc où on va, j'allais dire, balancer des informations sans vraiment réfléchir ni aux tenants ni aux aboutissants. On a des photos, on a des vidéos qui sont complètement décontextualisées, mais avec une musique qui va nous amener à penser à envisager ces vidéos comme quelque chose de positif ou de négatif. Et ce qui vraiment me perturbe, c'est le manque de réflexion qui est criant sur ces réseaux sociaux. Donc, essayer de réfléchir à la manière dont les scientifiques peuvent apporter des informations pour qu'il n'y ait plus non seulement un débat d'opinion, parce qu'en fait c'est ça, mais une véritable discussion à argumenter avec la possibilité de valider ou d'invalider des faits. Ça, c'est pour moi, je pense, un challenge qu'il faut relever si on veut laisser la place aussi à la science sur ces réseaux sociaux. Oui, vraiment, merci pour ça, Fabienne. Je partage complètement ton avis. Et donc là, je fais juste une petite aparté sur le numéro de Cerveau et Psycho qui a 1 an, qui à la fois justement parle des émotions chez les animaux, et dont le titre est donc « À quoi pensent nos animaux ?» avec également dans ce numéro un article sur les fake news. Oui. Peut-être pour terminer en ce qui me concerne, avant que je te pose quelques-unes des questions de nos spectateurs de ce soir, j'aimerais que peut-être que tu nous dises quel message tu souhaiterais faire passer aux jeunes qui voudraient s'orienter vers une carrière en lien avec les animaux. Bravo, venez, on a besoin de vous. Non, sincèrement, je pense qu'on a vraiment besoin de construire de nouveaux chemins de connaissances vers ces animaux-là. Donc, venez avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles motivations. Et ensuite, ce que je leur dirais, c'est douter, parce que les certitudes n'amènent pas à la connaissance, c'est le doute. Donc, essayer de fuir ces idées préconçues qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux dont on parlait. Essayez d'éviter les influenceurs et douter. Ayez un sens critique, éprouvez ce sens critique et construisez des connaissances. Aidez-nous à construire des connaissances, parce que je pense que la condition animale et les animaux vraiment le méritent. Et si on veut agir en faveur de la protection de la biodiversité ou en faveur de la condition animale, je pense que ça passe aussi par une meilleure connaissance de qui sont ces animaux pour pouvoir faire et agir non seulement en termes humains, mais en termes animaux. Donc, aidez-nous. Donc, venez.
Bien, merci Fabienne. Je pense que le message est entendu. J'espère en tout cas. Alors, je sélectionne quelques-unes des questions qui sont posées dans la rubrique questions à droite de votre écran. Et Nina qui te demande ce que tu préfères, toi, dans l'éthologie. Bah, c'est ce dont je parlais au tout début, c'est cette perte de repères. J'aime comprendre ce que les animaux ont à nous dire. Et je pense que mes meilleurs moments en tant que chercheur en éthologie, ça a été quand les animaux ont pris l'expérience que je mettais en place à bras-le-corps et ont proposé des alternatives à ce que je leur proposais moi. Et là, tout d'un coup, je me disais, ça y est, ils m'ouvrent une porte sur leur monde et ils me font comprendre qu'il y a une autre façon de comprendre la situation. Après, l'éthologie, c'est une science, donc il faut aimer cette rigueur-là parce qu'il y a la mise en place de protocoles d'observation, il faut passer du temps donc à observer les animaux. Je pense que la qualité première, c'est la patience. Être disposé à ne pas voir les animaux ou à ne pas avoir ce qu'on recherche, ça, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc, pas de précipitation. Et après, la récompense ultime, c'est quand tout ça fait sens et que vous êtes en mesure de mettre en place une réflexion. Et ce qui est important, c'est de communiquer. Donc, on conçoit un protocole expérimental, on observe les animaux, on récolte des données. Donc, ça passe aussi par une phase de traitement statistique, qui n'est pas ma partie préférée. Et ensuite, on a une réflexion, une discussion et la transmission de connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus sur des supports tels qu'aujourd'hui, ou à la radio, ou dans des émissions télé, parce que je pense qu'il y a moyen d'amener alors, j'aime pas le terme de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire amener une connaissance scientifique au plus grand nombre. Donc, c'est ça, je sais pas, il n'y a pas un élément qui me plaît en éthologie, j'aime vraiment le métier que je fais qui est de construire la connaissance. Tu veux bien raconter cette anecdote exceptionnelle avec les dauphins? Je crois que c'était aux Bahamas, avec ces femelles qui vous ont laissé… je te laisse raconter. Alors là, pareil, c'est une anecdote. Donc, la science, par contre, elle n'aime pas les anecdotes. Mais pour moi, ça a été un moment où j'ai vu ce que pouvait être aussi la relation homme-dauphin. Donc, je travaille depuis l'an 2000 avec Denise Erzing qui dirige le projet du Wild Dolphin Project, qui met en place des missions scientifiques de mai à septembre. Donc, on part 10 jours sur un catamaran et on observe les animaux, on les filme, on enregistre aussi bien le comportement que leur vocalisation. Et un jour, plutôt en soirée, c'est la fin de notre journée, le bateau est ancré, il est 19h à peu près. Et là, on voit arriver un petit groupe de dauphins et on voit très rapidement qu'il s'agit de femelles qui sont accompagnées de leurs petits, mais aussi elles sont en train de faire du babysitting parce qu'elles ont aussi des petits d'autres femelles. Donc, on se met à l'eau avec 2 étudiantes et on commence à filmer, à enregistrer ce qui se passe. Et très rapidement, on s'aperçoit que les mères sont parties et elles nous ont laissé la garde de ces bébés. Donc, franchement, au début, j'ai été prise de panique parce que je me suis dit non, mais ça, c'est pas normal du tout. Et puis, ça m'a fait réfléchir. C'est pas anodin. Ces femelles, elles connaissent le bateau, elles connaissent Denise Erzing. Ça fait plus de 30 ans qu'elle étudie ces animaux-là. Donc, comme nous, on les a connus et comme nous, on les connaît, je pense que les dauphins, ils font aussi de l'éthologie. Ils ont appris à connaître qui on était. Ils savent pertinemment qu'avec nous, il n'y aura pas de gestes ou de comportements déplacés. Je ne sais pas si c'est une confiance, mais voilà. En tout cas, à un moment donné, on s'est retrouvés babysitter de dauphins et ça a duré une bonne heure. Et puis après, les mères sont revenues, elles ont pris leurs petits. Et pendant la soirée, ça a alimenté vraiment nos discussions parce que voilà, ça pose question. C'est-à-dire une espèce sauvage qui laisse en garde
leurs petits à des humains. Je trouvais ça perturbant. Oui, alors il y a vraiment beaucoup de questions. Aurore écrit, est-ce qu'une autre façon de dire les hommes d'un côté et les animaux de l'autre a été envisagée ou étudiée, ce qui pourrait certainement permettre, en parlant d'éducation des humains, d'améliorer la perception de ces derniers envers les autres espèces? Oui, alors parfois, quand je fais mes cours à l'université, je nous traite d'animaux aussi. Et là, ça nous remet dans ce buisson foisonnant de la vie en général. Parce qu'effectivement, quand on utilise le terme homme, on le veuille ou non, on se sépare de ces vies animales et on se sépare en se plaçant dans une hiérarchie et dans cette supériorité vis-à-vis des animaux. Donc, c'est une très bonne question. Il faudrait vraiment réfléchir à trouver justement de nouveaux mots pour qualifier qui nous sommes par rapport aux animaux aussi. Mais justement, c'est ce travail qu'on essaie de faire dans cette désanthropisation de l'approche homme-animal. Et c'est une jolie question. Isabelle demande où en sont les recherches de communication avec les cétacés en France. Alors, il y a des laboratoires qui sont spécialisés dans la communication, donc en acoustique, en bioacoustique, et donc ça va être des travaux qui vont être plutôt menés par des personnes qui vont étudier le signal, donc qui ont une approche assez rigoureuse de la production de son. Donc, on va analyser la forme du signal pour vraiment traiter leur production sonore. Et puis, il y a un versant de l'éthologie qui, lui, alors, n'essaie pas d'analyser le signal à proprement parler, mais va plutôt essayer de contextualiser les productions vocales, les productions sonores en fonction du contexte d'émission et essayer de corréler le son produit par les animaux avec des situations vécues. Et ça a permis, par exemple, de mettre en évidence un son qu'on appelle un son de contentement. C'est le dauphin, quand il obtient ce qu'il veut, que ce soit il a réussi à saisir une proie ou il a obtenu quelque chose qui est recherché, il va émettre cette vocalise de satisfaction ou de contentement. Après, où en sont les travaux en France? Sur les cétacés, il n'y a pas beaucoup de laboratoires. C'est vrai qu'il y a un labo à Saint-Andrews qui est vraiment très performant sur les études en acoustique sur les cétacés. Donc, il y a des choses à faire en France. Alors, Fabienne, il y a Grace qui demandait si tu es parfois amené à rencontrer des associations d'éleveurs pour analyser les conditions dans lesquelles ils pratiquent leurs élevages et leur faire des préconisations concrètes pour faire évoluer leurs exploitations. Alors jusqu'à présent, non, mais c'est intéressant parce que récemment, il y a quelques mois, en fait, une personne m'a contacté dans ce sens-là. Et donc, oui, j'y réfléchis parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des éthologues qui travaillent sur ces questions-là, donc qui vont analyser les comportements, les vocalisations, l'occupation de l'espace aussi des animaux pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, il y a des travaux à l'INRA qui sont menés dans ce sens-là, par exemple. Et Nina qui demandait s'il y a des liens entre l'éthologie et la psychologie, des travaux de recherche qui sont faits d'une manière commune avec ces deux approches. Alors, l'éthologie a la faculté de bâtir des ponts avec beaucoup de disciplines. Donc, effectivement, avec la psychologie, ça peut se faire. Après, ça a été beaucoup sur des études en éthologie humaine. En éthologie animale, là, comme ça, je n'ai pas d'études qui me viennent en tête. Mais bien sûr,
que l'éthologie se nourrit d'apports d'autres disciplines. Donc, ça peut être l'anthropologie, ça peut être la sociologie, ça peut être bien sûr la psychologie. On a vu aussi l'acoustique ou la physiologie, etc. Donc, elle a cette disposition à pouvoir discuter avec d'autres disciplines. Alors, en termes d'implication, il y a Sandrine qui te demande de quelle manière est-ce que le grand public peut ou pourrait s'investir d'une manière vraiment efficace en termes de bien-être animal. Alors, il y a des petits programmes qui sont mis en place par des associations, justement, où on va demander des participations. Donc, par exemple, je sais que dans la région grenobloise, il y avait une application que vous pouviez télécharger sur votre téléphone pour comptabiliser les chauves-souris. Et en fait, ça avait un impact sur la migration de certaines espèces de chauves-souris. On savait qu'elles utilisaient certains courants aériens pour circuler. Et les infrastructures humaines, les constructions humaines, mais aussi les routes, par exemple, perturbent ces migrations de faune sauvage. Donc, il y a des petits comme ça, des petits projets qui sont mis en place. Ensuite, l'investissement sur des programmes de bien-être animal, c'est ce dont je parlais plus tôt, c'est essayer de rechercher des informations plutôt scientifiques sur les conditions d'élevage, par exemple, aller au-delà de ce qui est dit, mais rechercher vraiment un apport scientifique. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être mises en place. Mais je veux vraiment regarder au niveau local ce qui est proposé par des associations ou par les muséums d'histoire naturelle aussi. Souvent, ils mettent en place des petits projets aussi de sciences participatives qui sont vraiment intéressants. Oui, ce que tu dis, Fabienne, me fait penser aussi aux différents programmes de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui dans la majorité des régions, peut-être toutes les régions, justement, propose de compter les oiseaux de son jardin et les passages d'oiseaux dans les jardins. Donc ça, c'est une autre action qui peut être faite très facilement par le grand public. Alors, on s'approche de la fin, mais j'ai encore une question de Dorothée qui écrit « On m'a souvent dit d'éviter les pensées anthropomorphiques avec les animaux, mais quand ils vivent en captivité, donc dans notre monde, n'est-elle pas à prendre en compte pour mieux les comprendre ?» Oui. Non, c'est tout à fait juste. Mais comme je vous le disais aussi, c'est-à-dire on ne peut pas se départir de ce que nous sommes. On aura de toute façon une vision anthropocentrée sur le monde qui nous entoure et sur les animaux. Pour moi, je l'utilise aussi parfois, cet anthropomorphisme, pour faire le lien entre l'homme et l'animal. Mais il faut s'arrêter à un moment donné parce que l'animal ne sera jamais un humain. Donc, il est une altérité, il a vraiment une sensorialité différente, il va mener des actions différentes. Donc, l'anthropomorphisme, il sert parfois à mieux comprendre ou accéder à cette altérité. Donc, pour moi, c'est un pont, c'est un lien. Donc, oui, il faut savoir le maîtriser. Ok, Fabienne. Alors, il y a Marie-Ange qui, elle, ne posait pas de questions, mais disait simplement « J'ai adoré apprendre qu'il y avait des animaux optimistes. » Oui. Donc ça, c'est des études qui… Moi, je l'ai fait sur les dauphins, mais ça a été fait sur des singes, ça a été fait sur des chiens, et ça a été fait sur des abeilles. Donc, c'était des abeilles qui étaient soumises à une tâche d'apprentissage. Et il y avait un groupe expérimental d'abeilles qui était mis dans un tube, on secouait. Et ce tube qui était secoué était un événement traumatique pour les abeilles. On s'apercevait qu'elles avaient des difficultés à réaliser après des tâches. Donc, le fait de vivre cette émotion leur faisait voir le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Ok, alors 2 questions pour terminer. Une première de Valérie qui te demande ce que tu penses des mortalités de dauphins sur les côtes françaises. Ouais, c'est un sujet d'actualité. C'est vrai que je pense que j'espère que le gouvernement va comprendre qu'il y a vraiment une nécessité à prendre des mesures. Maintenant, il y a des initiatives locales
je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont mis en place sur la possibilité de signaler aux dauphins la présence de ces filets. Mais oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui est en plus récurrente. Donc, arrive un moment où il est nécessaire de s'arrêter, de réfléchir et d'agir. Oui. Ouais. Est-ce que la situation justement des requins à La Réunion, ça t'inspire quelque chose de similaire? Ouais, ça, autant le dauphin est adulé par le plus grand nombre, autant le requin fait partie de ces espèces qui sont dénigrées, comme le corbeau, comme pas mal d'animaux qu'on va dire nuisibles. Et j'ai eu la chance de rencontrer un chercheur qui travaille à l'EPHE, qui s'appelle Eric Flua, et qui travaille sur les requins en Polynésie. Et selon lui, et je suis vraiment prête à aller dans ce sens, c'est ces actes qui sont perpétrés par certains requins seraient en fait dus à certains animaux. Donc, selon les personnalités des requins, certains auraient développé ces comportements et d'autres non. Et après avoir ces massacres de requins, ces massacres punitifs, je trouve que ça n'a pas de sens, quoi. On extermine sans savoir, quoi. Donc, je ne sais pas si ça soulage quelqu'un, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Et en plus, on n'apprend rien, quoi. C'est contre-productif à tous les niveaux. Ouais. Bien, Fabienne. Alors peut-être pour terminer, une question de Laurent qui te demande s'il existe des études sur le bien-être des animaux domestiques. Oui. Alors, il y a des études sur le chien et sur le chat, c'est beaucoup plus rare parce que le chien, c'est plus facile de le faire rentrer apparemment dans des protocoles expérimentaux. Mais chez le chat, c'est en train d'être fait. C'est par exemple des études sur le cortisol, qui est l'hormone de stress. Donc, on va mesurer cette hormone de stress avec juste des prélèvements salivaires. Et on va regarder, on va doser ce taux d'hormones dans diverses situations. Ça peut être fait aussi à partir d'indicateurs comportementaux. Donc, on sait que les léchages, le bâillement aussi est plutôt des signes d'inconfort chez ces animaux-là. Donc, il y a des études qui sont faites pour voir dans quelles situations sont vécues de manière positive ou plutôt de manière négative. Donc, il y a pas mal d'études, oui. Pendant très longtemps, l'éthologie s'est détournée de ces animaux domestiques, mais là, depuis une dizaine d'années, il y a pas mal de travaux. Merci Fabienne. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'elles seront toutes notées et que Fabienne en prendra connaissance. Et j'imagine, j'imagine Fabienne que tu ne verras pas d'inconvénient à répondre à celles auxquelles tu n'auras pas eu le temps de répondre. Peut-être simplement te demander d'aborder, parce que Priscilla l'évoque, le sujet du medical training. Ah oui. Alors, ce medical training, en fait, c'est un apprentissage qui est fait beaucoup en parc zoologique, où on va apprendre aux animaux des positions médicales. Ça va favoriser et pacifier surtout les examens vétérinaires. Donc, par exemple, si je prends le cas des pinnipèdes ou des cétacés, on va leur apprendre des positions, par exemple, de prise de sang, d'échographie, des radios aussi qui peuvent être faites de manière volontaire. C'est-à-dire, on apprend à l'animal ces positions-là et il va les reproduire. Donc, ça permet aussi d'avoir des animaux beaucoup plus calmes quand la vraie procédure vétérinaire est mise en place. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne le mette pas en place avec nos propres animaux. Je sais que moi, mon chat, quand il fallait c'était une torture, et pour moi et pour lui, d'aller chez le vétérinaire et d'être mis dans sa cage. Donc, je pense que voilà, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour essayer de pacifier ce moment-là. Donc, le medical training ou ce dressage ou cet apprentissage aux soins vétérinaires est vraiment très, très utilisé dans les parcs zoologiques. Bien, merci Fabienne. Je crois que c'est
finalement un joli message pour terminer cette web conférence. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? J'imagine que ton rythme cardiaque est revenu à la normale. Oui, merci. Merci de te soucier de mes paramètres physiologiques. Très bien. Non, mais merci de me donner cette opportunité. Et vraiment, je trouve que cette philosophie de Saga, de permettre aussi au plus grand nombre d'accéder au voyage et d'avoir un regard nouveau sur notre monde, environnement et sur les animaux, c'est vraiment le plus beau cadeau. C'est quelque chose qui nous manque à tous aujourd'hui. Et merci de me donner cette opportunité de vous amener à partager ces aventures-là. Merci infiniment Fabienne, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Secret Planet pour cette web conférence vraiment brillante. C'est un plaisir de te connaître et donc j'en profite pour rappeler ton bouquin « Que pensent les dindes de Noël ?» C'est aux éditions Tana. Et les sujets qui ont été abordés par Fabienne ce soir sont dans ce livre que je vous encourage vivement à vous offrir. Avant de nous quitter, je vous annonce simplement la prochaine webconférence qui aura lieu le 10 mars et dont l'invitée sera Géraldine Dunbar, écrivaine et amoureuse de la Russie, qui nous fera voyager à bord du Transsibérien. Enfin, je souhaite bien sûr remercier Thibaut pour la partie technique et Clémentine pour la communication sur cet événement. Je vous dis bonne fin de journée, à bientôt et évidemment, cette circonstance, prenez bien soin de vous.